Bonjour à tous. Alors, je suis Maxime Millet et du coup, je viens effectivement du LIPSIS à Paris et je vais vous présenter nos travaux sur la détection de météores dans un nanosatellite dans le cadre du projet Météorix. Donc, c'est un projet qui est fait, c'est un projet pluridisciplinaire qui est fait avec l'Observatoire de Paris, l'Institut, enfin l'IMCCE et qui est soutenu par l'entreprise L'Heriti. Et donc, qu'est-ce que Météorix? Alors, Météorix, c'est un projet de nanosatellite universitaire qui a trois objectifs. Alors, tout d'abord, un objectif pédagogique qui est d'impliquer des étudiants dans une mission spatiale durant toutes ces phases, de la conception, la réalisation, jusqu'à l'analyse des résultats. Un second objectif qui est astronomique, qui est d'estimer le flux de météoroïdes et de débris spatiaux arrivant dans l'atmosphère. Alors en fait, quand de la matière rentre dans l'atmosphère, ça produit un phénomène lumineux, et c'est ça qu'on appelle un météore. Donc quand vous voyez une étoile filante, la lumière produite, c'est un météore. Et ce que les Bretons ont vu il y a quelques jours, également, c'est un météore. Voilà. Enfin, un troisième objectif qui est technologique, et donc cette présentation s'inscrit dans cet objectif-là, qui est de démontrer la faisabilité d'une chaîne de traitement en temps réel dans un nanosatellite. Parce qu'aujourd'hui, en général, le nanosatellite va prendre des images ou acquérir des données, les renvoyer sur Terre, et les données vont être traitées sur Terre. Voilà. Donc ce projet a déjà une preuve de concept qui a été validée par le CNES. Et donc aujourd'hui, on est dans une phase de prototypage de la charge utile. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est un nanosatellite. Et donc, ce nanosatellite sera au format CubeSat 3U. Donc, c'est 3 cubes de 10 cm de côté empilés. Sa charge utile, donc ce qui sert à réaliser la mission scientifique, se composera d'une caméra dans le domaine du visible et d'une chaîne de traitement, donc avec un ordinateur de bord. Et donc, la plus grosse problématique de ce projet, c'est une forte contrainte énergétique, parce que donc, pour la réalisation de la mission scientifique, on dispose de moins de 10 watts de puissance électrique. Et donc, on ne peut pas tout faire, et donc il n'y aura pas de réseau de neurones ici, malheureusement. Et donc, l'image à gauche, c'est une modélisation du nanosatellite, et à droite, du coup, un exemple de météore, comme ont pu voir les Bretons récemment. Et donc, la détection de météores, ce n'est pas un domaine nouveau. Il existe des algorithmes depuis les années 90. Et donc, ces algorithmes-là, les plus populaires sont Meteorscan, Metrec et UFO Capture. C'est des outils très complets qui permettent de détecter plein de phénomènes astronomiques. Et donc, ils sont toujours utilisés aujourd'hui, soit à part entière pour les astronomes amateurs, soit dans d'autres projets, comme composants d'une chaîne de traitement. Et ils offrent une probabilité de détection de météores supérieure à 80% en temps réel. Il existe également des réseaux de caméras comme Fripon, qui est un projet de l'IMCCE et qui est composé de 250 caméras réparties sur le territoire français et européen et qui filment, les caméras pointent en direction du ciel pour observer d'éventuels météores. Et donc, ce type de projet, donc les réseaux permettent d'avoir une large couverture du ciel et d'augmenter ainsi les chances de détection de météores. Enfin, depuis quelques années, sont apparues les chaînes de traitement qui utilisent des réseaux de neurones convolutionnels. Alors, ils offrent de très bons résultats, jusqu'à 99,9% de détection de météores. Par contre, ils nécessitent du matériel très puissant et très gourmand en énergie qui n'est pas compatible, qui n'est pas embarquable dans un nanosatellite. Et une deuxième problématique qu'on a vis-à-vis de ces réseaux de neurones, c'est que nous, on n'est pas experts en réseau de neurones et on dispose de très très peu d'images de météores vus depuis l'espace. Parce qu'en fait, dans tous ces projets, c'est toujours des caméras qui restent fixes sur Terre, qui filment en direction du ciel. Et donc, c'est pas pareil que filmer la Terre depuis l'espace. Et nous, c'est ce qu'on va devoir faire en fait. Et donc, on n'a pas de chaîne de traitement aujourd'hui qui est adaptée à la détection depuis l'espace. Et c'est pourquoi on propose une nouvelle chaîne de traitement.
Donc cette chaîne de traitement, elle se découpe en 7 grandes étapes. La première étape, c'est une estimation du flot optique. On en a parlé ce matin, donc ça permet d'estimer en fait le mouvement apparent entre deux images et ça nous donne un champ de vecteurs de déplacement. Donc ensuite, on sait que les météores se déplacent plus rapidement que le mouvement de la Terre. Du coup, on va faire un seuillage sur la vitesse, c'est-à-dire sur la norme des vecteurs de déplacement, pour obtenir un masque binaire des pixels les plus rapides. Donc ensuite, on fait un étiquetage en composantes connexes pour passer d'une représentation de pixels à une représentation d'objets, puis une analyse de ces composantes connexes qui nous permettent d'extraire des caractéristiques statistiques sur ces objets, telles que la vitesse moyenne, l'angle moyen de déplacement et l'écart type angulaire associé. Enfin, on va vouloir classifier nos composantes connexes pour distinguer celles qui correspondent à des météores et les autres. Et donc pour cela, on va faire une comparaison, on va classifier en fonction de l'écart type angulaire. Et une fois que l'on a ces composantes connexes classifiées, c'est-à-dire en fait des météores supposés, on va faire un tracking temporel de celles-ci afin de pouvoir confirmer s'il s'agit vraiment de météores, puisque c'est un phénomène qui a une dimension temporelle. Et enfin, si on est sûr qu'il s'agit d'un météore, cette fois on peut renvoyer les images sur Terre. Voilà, donc on va voir plus en détail certaines étapes. Donc tout d'abord le flot optique. Donc comme je l'ai dit, l'estimation du flot optique, c'est l'estimation du mouvement apparent entre deux images. Dans notre cas, nous avons choisi d'utiliser l'algorithme de Horn et Schunk, qui est un algorithme itératif. Donc plus on fait d'itérations et plus l'estimation est précise. Et dans une version pyramidale qui permet, plus on a d'échelles dans notre pyramide et plus on est capable d'estimer des mouvements de grande amplitude. Et donc cet algorithme de flot optique nous permet d'obtenir un champ de vecteurs de déplacement, ce qui nous permet pour chaque pixel d'obtenir un sens de déplacement et une vitesse qui est exprimée en pixels par image. Voilà. Et donc pour la suite de la présentation, on va prendre un exemple applicatif qui est le mouvement entre cette image et celle-ci. Alors je la remets plusieurs fois pour être sûr que tout le monde a vu. Donc là en bas ça se déplace, en haut et un petit peu du coup sur la droite là-bas. Voilà, donc l'estimation du flot entre ces deux images, ça nous donne ceci, où donc la couleur indique le sens et l'intensité lumineuse, la norme du vecteur. Voilà, et donc ça c'était la première étape. Et donc maintenant, comme je le disais, on fait la deuxième étape, c'est un seuillage sur la vitesse, parce qu'on sait que les objets tels que les météores, les débris spatiaux, les phénomènes lumineux transitoires ou les éclairs, c'est des événements qui se déplacent plus rapidement que le mouvement de la Terre. Et donc nous, on fixe un seuil à 2,5 pixels par image, pour conserver en fait que ce qui est au-dessus de ce seuil. Donc ici sur cette image, ça correspond à tous les pixels qui saturent dans le rouge. Et donc on obtient ce masque binaire. Et enfin, on termine cette étape par un enchaînement d'ouverture-fermeture pour éliminer les pixels solitaires et regrouper les amas de pixels entre eux. Voilà. Donc la troisième et quatrième étape, c'est l'étiquetage et l'analyse en composantes connexes. Donc comme je l'ai dit, l'étiquetage, c'est pour passer à une représentation d'objets. Et l'analyse en composantes connexes pour calculer les caractéristiques comme, d'ailleurs je l'ai déjà dit, la vitesse, l'angle moyen et l'écart type. Il y a d'autres caractéristiques, le centre de gravité par exemple. Et donc voilà, donc, dans notre exemple applicatif, sur le masque binaire, nous avions deux tâches, donc une en bas et une en haut. Donc les voici avec leur rectangle englobant. Et donc la cinquième étape, c'est la classification en fonction de l'écart type angulaire afin de différencier les météores des autres objets rapides. Et donc pourquoi on utilise une classification en fonction de l'écart type? Parce qu'un météore a toujours une trajectoire qui est rectiligne.
Et donc tous ces pixels vont se déplacer dans le même sens. Et donc l'écart type angulaire sera toujours faible. C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir sur cette image. En bas à gauche, du coup, c'est un météore. Hein. L'unicité de la couleur nous indique que ces pixels se déplacent tous dans le même sens. En revanche, au-dessus, la multiplicité des couleurs indique, comme vous pouvez le voir avec la roue des couleurs, que ça se déplace dans tous les sens. Et donc, qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit d'un éclair, parce qu'un éclair, c'est une onde circulaire. Et du coup, là, cette fois-ci, comme ça se déplace dans tous les sens, l'écart type angulaire sera élevé. Voilà. Donc ensuite, ah oui, pardon. Donc du coup, quand on a des météores, quand on a des composantes connexes dont l'écart type angulaire est faible, on obtient en fait des météores supposés. Et donc, ce qu'on va faire dans la 6e étape, c'est traquer ces météores supposés. Pour cela, on utilise un algorithme de tracking simple qui est basé sur un automata état. Et si le météore disparaît temporairement, par exemple si on n'arrive pas à le distinguer parce qu'il traverse une ville, on va pouvoir extrapoler sa position pendant plusieurs unités de temps. Et donc cette étape a 2 objectifs. Ça va être de confirmer en utilisant la dimension temporelle qu'il s'agit bien d'un météore. Donc si un météore supposé est détecté au moins 3 fois en moins d'une seconde, alors on confirme qu'il s'agit bien d'un vrai météore. Et enfin, le deuxième objectif, c'est d'utiliser le tracking pour regrouper les images des météores en séquence vidéo. Voilà. Et donc, je ne sais pas où j'en suis, mais pour l'automata état, quand on a un météore supposé, donc on crée une piste. Je n'ai pas expliqué ce que c'était, mais on peut le voir ça comme une structure de données dans notre cas. Donc on crée une piste, et à l'image suivante, si ce météore supposé n'est plus détecté, alors il est perdu, on passe dans l'état de perte. Si par contre il est à nouveau détecté, donc cette piste est entretenue et on va rester dans cet état d'entretien tant qu'on détecte ce météore supposé. Et donc quand on ne va plus détecter ce météore supposé, on va extrapoler sa position pour être sûr de ne pas perdre d'image de ce météore. Et donc on reste pendant une durée maximale de 3 unités de temps, donc de 3 images. Et donc si avant cette durée maximale, on retrouve le météore, on repasse dans l'état d'entretien. Et sinon, quand on a atteint la durée max, on passe dans l'état de perte. Le météore est perdu, mais comme on a plusieurs images, on peut les envoyer sur Terre. Ça, c'est la dernière étape. Donc je ne vais pas l'expliquer, hein, c'est un envoi sur un réseau, quoi. Voilà. Donc maintenant qu'on sait détecter des météores vus depuis l'espace, il faut être sûr que ces traitements soient pertinents. Donc on a développé un banc de validation qui a pour objectif de qualifier la chaîne de traitement. Alors pour ça, nous disposons de séquences vidéo qui ont été tournées pendant la mission ISS Météore de l'université de Chiba, qui a envoyé à bord de l'ISS une caméra haute résolution et qui a filmé à travers une fenêtre en fait, la Terre pour détecter des météores. Mais eux, ils renvoyaient les bandes vidéo en gros sur Terre et l'analyse était faite manuellement. Donc de ces vidéos, on dispose de 150 séquences et qui contiennent en fait 50 météores. Donc pour chaque météore, on a fait une analyse manuelle et ce qui nous a permis de construire une vérité de terrain en fait, pour chaque météore. Donc on sait quand commence un météore et quand il se termine et ses caractéristiques. Donc du coup à partir de ça, on peut décréter qu'une détection est valide quand on détecte un météore et que celui-ci suit la trajectoire de la vérité terrain et dans le bon sens. Parce que parfois, on peut avoir des faux positifs qui vont dans un sens contraire. Voilà. Et donc, ce banc de validation va nous donner 3 scores. Tout d'abord, un score binaire, si le météore est détecté ou non. Ensuite, un ratio qui est le nombre d'images détectées sur le nombre d'images attendues par rapport à la vérité terrain. Et enfin, le nombre de positifs sur la séquence. Donc, les résultats de ce banc de validation,
c'est que sur 50 météores, on en détecte 48, ce qui nous donne une probabilité de détection de 96%. Et on arrive à détecter 70% des images contenant des météores. On arrive à les identifier comme tels, en fait. Voilà, donc en revanche, ça reste encore difficilement comparable à l'état de l'art, aux résultats de l'état de l'art, parce que nous ne sommes pas dans les mêmes conditions de validation, et que par exemple, la définition de probabilité de détection qui est utilisée dans tous ces algos n'est pas la même, en fait. Voilà, et donc, on a identifié quelques situations qui étaient problématiques avec notre chaîne de traitement. Donc par exemple, lorsque nous avons des séquences qui sont très fortement éclairées, en fait, quand la Lune reflète sur une scène très nuageuse, là, ça fait un nombre important de faux positifs. Ou encore, le fait d'avoir un seuillage fixe, lorsqu'on fait le seuillage sur la vitesse, cette fois, ça entraîne des faux négatifs. Par exemple, sur cette séquence, le météore n'est pas détecté alors qu'il y en a bien un ici. Donc ça peut être réglé facilement avec un seuillage adaptatif. Et enfin, un résultat qui est plutôt bonus, c'est que la chaîne de traitement fonctionne aussi avec de la détection sur Terre, quoi, comme les chaînes de traitement de l'état de l'art. Voilà, donc en conclusion, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons proposé une nouvelle chaîne de traitement de détection de météores depuis l'espace, ce qui est, d'après nos recherches, la première capable de le faire. Et nous avons développé un banc de validation qui permet de valider la pertinence de cette chaîne, de la qualifier. Et enfin, nos prochains objectifs, du coup, ce sera de mettre en place le seuillage adaptatif, puis d'évaluer l'impact des seuils qui sont fixés expérimentalement. Et enfin, de faire les optimisations algorithmiques pour l'architecture du nanosatellite, parce que, comme c'est écrit dans le titre à la base, c'est censé être du temps réel, en fait. Et donc, on a déjà les algos en temps réel, maintenant il faut les assembler, tous ensemble. Voilà, je vous remercie, mais avant de terminer, si j'ai un peu de temps, j'ai 3 petites vidéos de résultats. Hop. Alors ça, c'est la séquence qu'on a pris en exemple dans la présentation. Alors on va avoir 2 météores qui vont bien être détectés. Donc le premier. Voilà, donc ce qui est problématique, je ne sais pas si vous avez vu, on a eu un faux positif à gauche, c'est les villes, l'éclairage urbain en fait qui peut provoquer des faux positifs. Et donc ça, c'est un exemple de situation qui est plutôt compliquée. Donc le météore a bien été détecté, je ne sais pas si vous avez vu non plus, mais c'est quand on a des nuages, en fait, la détection est vraiment complexe, à cause surtout des reflets de la Lune. Et juste une dernière. Ah oui. Toc. Ouais. Donc voilà. Donc c'est pas celui qui est apparu dans le ciel breton, hein, malheureusement. Oui. Voilà, je vous remercie. Ah. Merci pour ta présentation. Moi, je veux juste savoir, en fait, la caméra du satellite, quand il sera sur la Terre, elle regardera en direction de la Terre. Et en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ce qui nous différencie par rapport à l'état de l'art, c'est aussi que le satellite, il bouge. Donc il y a le mouvement du satellite et donc de la caméra, plus le mouvement de rotation de la Terre, en fait. Du coup, on a une composition de mouvement, et c'est ce qui complexifie la détection, en fait. Mais est-ce que apercevoir aussi des images de l'espace? Ah bah, c'est dans l'espace, oui. Non, mais pas sûr. Ah oui. En fait, les images dont on dispose là, ça a été pris à bord de l'ISS. Et du coup, on peut voir, parfois on voit, en fait non, c'est tout noir, mais on peut voir un bras de l'ISS, ou alors ces panneaux solaires, ou ce genre de choses. Mais la caméra, celle-là, elle était fixée en direction de la Terre, comme cela devrait être le cas dans le nanosatellite. Ensuite, juste une dernière question. As-tu une idée de l'orbite
Oui, ce sera 500 km. Et il n'y a pas de risque de... Non, en fait, c'est pour en gros, les petits projets comme ça. En France, il y a une loi, je ne sais plus, il y a une loi spéciale. Oui, Loi sur les opérations spatiales. ouais, la loi sur les opérations spatiales ouais, qui décrète enfin, qui impose certaines limites. Non, mais un risque qui ne fasse pas assez vite le tour de son orbite. Ah, bah non, 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 non. Le but, c'est pas de surveiller, Ouais. une surveillance permanente. Ouais, donc, ah oui, donc l'orbite sera, C'est un prototype. ouais, l'orbite sera à 500 km d'altitude et se déplacera à 7,2 km par seconde. Alors, et donc, l'orbite complète est réalisée en 1h30, quelque chose comme ça. C'est quel type de matériel qui va être embarqué sur le... Eh ben, c'est une question qu'on se pose encore aujourd'hui. Et donc, normalement, on part sur un CPU ARM dual-core seulement. Et c'est pour ça qu'on est très limité en fait en ressources, enfin en puissance électronique et en puissance informatique aussi. Donc voilà. Et la détection, là, a priori, c'est des détections de nuit. Oui, c'est des détections de nuit. Alors là, c'est en noir et bleu. C'est en niveau de gris. Nuit de la Terre, mais- Oui, ce sera sur la phase nuit parce qu'en fait, quand on est sur la phase de jour, on recharge les batteries. Donc voilà, sur 1h30 en fait, d'orbite, on a, je crois, 40 ou 50 minutes d'observation et le Après, complément. C'est un choix de conception. Oui, ça c'est un choix de conception. Oui. De 3 U. Ouais. Parce qu'il y a des satellites qui rechargent effectivement avec le soleil dans l'eau, qui observent. Oui, bah là, c'est. Sinon, Combien de prises de vue par seconde? Donc on est censé atteindre justement une cadence cadence temps réel, donc entre 20 et 30 images par seconde. Ce qui aujourd'hui du coup dépendra surtout du matériel qu'on pourra embarquer dedans. Parce que c'est des ordinateurs spéciaux pour l'embarquer justement, qui ont été durcis. et le champ de vision. Ouais. Non, Je- Juste deux questions pour toi. Enfin, merci pour ta présentation déjà. Dans les 10 watts, il y a la consommation de la caméra aussi? Oui, en fait c'est les 10 watts. Et c'est moins de 10 watts pour la charge utile. Et donc c'est l'ordinateur de bord plus la caméra. Ouais. Pas beaucoup. Non. Du coup, une autre question. On n'a pas eu beaucoup cette semaine jusqu'à maintenant. Est-ce que tu sais comment ça marche un peu les caméras événementielles? Bah, je sais parce que quelqu'un a fait un super poster dessus. Ouais, justement. Mm. Et du coup, est-ce que tu penses que ce type de caméra pourrait t'aider, notamment pour la partie haute dynamique en fait, des événements observés? Je sais pas parce que par exemple quand on voit les nuages, donc là ils se déplacent, on va dire vite, mais des fois ils se déplacent encore plus vite que ça. Donc je sais pas après vraiment comment fonctionne la caméra événementielle, mais pour moi ça générerait beaucoup d'événements. En fait, tout change à chaque fois. Et Mais ces événements qui seraient générés ne seraient pas au niveau temporel à la même fréquence que les phénomènes que toi tu observes. Et du coup, tu pourrais, enfin, c'est une Ouais. question, éventuellement faire le tri déjà dans les données. c'est vrai. Bah écoutez, je savais pas là les. Pour avoir une caméra événementielle qui Ouais. soit là où Mm. Mm. Merci. Pour rebondir sur les caméras événementielles, le truc en plus, c'est que ça consomme très peu d'énergie. Non, enfin, Ouais. Ah oui, mais après, oui, enfin, du coup, il faudrait combiner caméra événementielle plus caméra visible parce que. Ouais. Vous voulez quand même avoir les images derrière. En fait, ouais, le but, c'est c'est de venir en complément, par exemple, avec le projet Fripon, qui est le réseau de caméras, parce que quand il y a des nuages, nous, on peut détecter par le dessus. Hein, le météore, il arrive du dessus, donc on peut le voir là. Mais sur le réseau Fripon, lui, il ne peut pas le voir parce que c'est nuageux. Et donc, ce qui intéresse les astrophysiciens, c'est d'avoir les images en fait, des météores pour identifier d'où ils viennent, si c'est naturel ou un débris spatial humain. Et du coup, ils s'intéressent aux images, quoi. Voilà. Merci sur la question sur le champ de vision, peut-être. Non, juste, oui, quel est le champ de vision de la caméra? Je sais pas. Je sais pas.
Enfin, je le sais, mais là, tout de suite... La dernière, parce qu'après, il faut aller voir les posters. Est-ce que tu disais que l'école, ça serait un météore dans ton cas? Non, parce que d'un point de vue physique, non. Parce que pour les astrophysiciens, un météore, c'est de la matière qui rentre dans l'atmosphère et ça provoque. En fait, c'est une ablation de la matière et du coup, il y a un plasma qui se forme et une émission de photons. Mais par contre, le nanosatellite n'a pas une durée de vie infinie. Et donc, quand lui il va un jour retomber dans l'atmosphère et quand lui va terminer sa vie, il terminera comme un météore en fait.